Analogique, numérique, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi aujourd'hui n'entendons-nous plus parler que de numérique ou d'éléments numérisés? Pour faire comprendre, prenons le cas d'un son. Par exemple, celui qui se produit lorsque je prononce le mot numérique. Numérique. J'agrandis ici l'échelle des temps pour que les 67 centièmes de seconde que dure la prononciation du mot numérique soient mieux visibles. Ce que l'on voit ici, ce sont les variations de pression autour de la pression atmosphérique qui se produisent lorsque l'on prononce le mot numérique. J'ai prononcé le mot numérique devant un micro. Celui-ci a fourni le signal montré dans le graphique qui suit. On remarque immédiatement que la variation de la tension fournie par le micro est analogue à la variation de pression de l'air. Ce signal, analogue à la variation de pression qui lui a donné naissance, est un signal analogique. En simplifiant, si nous appliquons ces variations de tension à la bobine d'un haut-parleur, celui-ci va reproduire le son que l'on a enregistré tout à l'heure, sa membrane provoquant les mêmes variations de pression dans l'air. Voici une puce capable de convertir notre signal analogique en signal numérique. Maintenant, reprenons notre signal, mettons-nous en un point par exemple ici, et dilatons l'échelle du temps pour pouvoir voir le 100 millième de seconde. Encore pour arriver ici à un écart entre. De manière simplifiée, on peut dire que notre convertisseur va aller mesurer la tension du signal pour chacun des points que l'on voit ici. Pour chacun de ces points, il va sortir un nombre correspondant à la valeur du signal. Il va donc sortir une suite de nombres qui vont caractériser la forme de la courbe du signal. Le signal est donc maintenant converti en une suite de nombres qui le représentent très exactement. On dit qu'il a été numérisé puisque c'est une suite de nombres. Bien entendu, cette suite de nombres, ce signal numérique, n'est pas capable de commander la membrane d'un haut-parleur. Si nous voulions à nouveau reproduire notre son, il faudrait que d'abord un convertisseur numérique analogique, c'est-à-dire l'inverse du convertisseur précédent, reconstitue le signal analogique, et ce signal analogique, cette tension analogique, nous l'appliquerions au haut-parleur et à ce moment-là, il reproduirait notre son. Si nous nous sommes compliqués l'existence avec notre numérisation, c'est qu'il y a un intérêt certain que nous allons voir plus tard. Mais dans l'immédiat, compliquons-nous encore un petit peu l'existence. Par exemple, si en un point, notre signal fait 212 millivolts, nous allons l'exprimer par le nombre 212. Nombre décimal auquel nous sommes habitués parce que nous utilisons pour l'exprimer 10 chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais le convertisseur, lui, ne dispose que de 2 chiffres pour s'exprimer. 0, il n'envoie pas de courant. 1, il envoie du courant. Ainsi, il va exprimer la valeur 212 par une suite de chiffres 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, qui sera le nombre en binaire équivalent à 212 en décimale. Donc, en numérique, nous n'avons que 2 signaux, l'un exprimant le chiffre 0 et l'autre exprimant le chiffre 1.
Mais nous voyons aussi sur ce graphique que le chiffre 0 est exprimé par tout signal qui se trouve dans la zone bleutée et le chiffre 1 par tout signal qui se trouve dans la zone jaune. Cela signifie par exemple si au signal 0 se superpose un petit parasite qui ne le fait pas sortir de la zone bleue, il sera toujours considéré comme un signal 0. De même, un signal 1 qui est atténué par une transmission un petit peu à longue distance, qui est atténué par un vieillissement de support, tant qu'il ne sortira pas du jaune, sera toujours considéré comme un signal 1. Cela veut dire en gros que, contrairement au signal analogique qui est perturbé dès qu'il y a vieillissement, parasite, etc., le signal numérique est beaucoup plus robuste et ne sera pas perturbé. Un chiffre, 0 ou 1, s'appelle un bit. 8 chiffres s'appellent un octet. Outre sa sécurité, pourquoi utilise-t-on surtout les signaux numériques? Tout simplement parce que ces signaux, ces bits 0 ou 1, sont le seul langage que comprend un ordinateur. Si l'ordinateur ne sait calculer que sur des bits, il peut calculer sur 64 bits simultanément, mais surtout à des vitesses considérables de l'ordre de plusieurs milliards de calculs par seconde. Il est aussi capable de stocker des milliers de milliards d'octets dans sa puissante mémoire. Tout cela a été permis par une extrême miniaturisation de l'électronique. Par exemple, un processeur de quelques centimètres carrés comporte plus d'1 milliard de transistors. L'ordinateur, lui, va nous permettre de faire toutes les modifications souhaitables sur notre signal numérisé. Reprenons la suite de nombres qui définit le son lorsque l'on prononce le mot numérique. Nous allons enregistrer maintenant cette suite de nombres 44 100 par seconde correspondant à chacun des points de mesure. Nous allons les enregistrer dans un fichier. Pour enregistrer tous ces nombres, nous choisissons un fichier WAV, c'est-à-dire que tous les nombres seront enregistrés. Il n'y aura pas de compression particulière, de traitement particulier. Le fichier numérique.wav obtenu va occuper près de 135 kilooctets. Pour le simple mot, le simple son numérique. Notre ordinateur est capable d'effectuer de puissants calculs appelés codecs pour compresser notre fichier. C'est le cas des fichiers MP3. Dans ce cas, on peut choisir une compression plus ou moins élevée. Bien sûr, plus on choisira une compression élevée, moins la qualité du son sera bonne. Ici, j'ai choisi une compression moyenne qui donne des fichiers de 128 kilobits par seconde. Vous voyez que mon fichier, pour avoir prononcé le mot numérique, va maintenant occuper moins de 12 kilooctets. Le fichier MP3 occupe donc moins de 10 fois moins de place que le fichier WAV d'origine. Il est possible de numériser un petit peu tout. Par exemple, les pages internet, les images. Il est possible de numériser, bien entendu, des films. Il est possible de numériser des textes. Il est possible de numériser des tableaux de calcul. Il est possible de numériser des cartographies.
etc., etc. Documents bureautiques, musique, photos, films sont donc sauvegardés dans des fichiers numériques qui vont donc être leur image en quelque sorte. L'ordre de grandeur de fichiers de médias courants est donné dans le tableau que l'on voit ici. En ce qui concerne les fichiers de bureautique, ils sont beaucoup plus petits. Maintenant, quelques exemples. Commençons par la radio, la FM. Eh bien non, elle n'est pas en numérique, elle est en analogique, et ce depuis 1960. Toutefois, si vous l'écoutez via Internet, là, c'est du numérique. La télévision, elle est d'abord en 441 lignes, puis elle passe en 819 lignes, et enfin en 625 lignes, mais en couleur. Cette télévision restera en analogique jusqu'en 2005 où apparaît la télévision numérique. Elle est d'abord en définition standard, 575 pixels en hauteur, diffusée avec des fichiers compressés au format MPEG 2. Puis apparaît la télévision haute définition, hauteur 1080 pixels, diffusée en MPEG 4. Ce dernier format, plus efficace au niveau compression, sera le seul disponible à partir d'avril 2016. Les vinyles 45 tours et 33 tours, qui reviennent un peu à la mode, permettent d'enregistrer de 2 à une quinzaine de chansons en analogique. Le magnétophone à bande ou à cassette permet d'enregistrer des durées de chansons plus importantes. Ils sont également dans certains cas utilisés pour des enregistrements vidéo, mais c'est toujours en analogique. Voyons les supports numériques maintenant. Tout d'abord, l'antique disquette avec ses 1,4 mégas ne permettrait même pas d'enregistrer une chanson au format MP3. Le CD-ROM de 700 mégaoctets qui permet d'enregistrer une vingtaine de chansons au format commercial, 200 en MP3 ou un film standard définition au format MP4. Le DVD de 4700 mégaoctets permet de stocker un film standard définition au format classique DVD VOD ou un film haute définition au format MP4. Le Blu-ray 27 gigaoctets ou encore 27 000 mégaoctets environ, réservé essentiellement à la haute définition commerciale. Le disque dur qui équipe nos ordinateurs et qui atteint des valeurs de l'ordre de 3 téraoctets, c'est-à-dire 3000 gigaoctets environ. Cette énorme mémoire permettrait par exemple de stocker 1000 films en haute définition. Ils existent aussi en disque externe à relier à l'ordinateur à l'aide d'une prise USB 3 de préférence pour la vitesse. Les clés USB qui atteignent 64 et même 128 gigaoctets, ce qui permet d'y stocker par exemple près d'une cinquantaine de films au format haute définition. Les cartes mémoire, SD, micro SD et autres qui permettent de stocker maintenant jusqu'à 64 gigaoctets. Ainsi, dans une carte micro SD de moins de 1 cm², on pourrait stocker environ 25 films haute définition au format MP4. Voyons maintenant quelques connecteurs. Les prises RCA, ici, la prise Péritel. Ces prises transmettent la vidéo et le son en analogique.
Elles sont maintenant un peu périmées. Elles sont maintenant remplacées par la prise HDMI qui transmet la vidéo et le son en numérique. Enfin, la prise numérique à caractère un peu universel, l'USB. Alors l'USB, ici une USB normale et une mini USB. Il existe aussi la micro USB qui est utilisée souvent sur les tablettes et les smartphones. Les USB bleus sont plus rapides, ça s'appelle des USB 3, que les noirs qui sont des USB 2.